Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Pêle-mêle, édition anniversaire de la chaîne. Et oui, ça fait donc 4 ans que la chaîne Mathéma propose du contenu sur YouTube. En fait, ça fait un peu plus que 4 ans, hein, bien sûr, et puis aussi ça fait un peu plus que 4 ans que la chaîne existe. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être pour une prochaine vidéo. En attendant, je tenais simplement à vous remercier pour l'intérêt toujours plus grandissant que vous portez à la chaîne. On a dépassé il y a peu les 4300 abonnés. Alors bon, pour moi, le nombre d'abonnés n'a pas vraiment d'importance, hein. Vraiment, mon objectif, c'est vraiment de proposer du contenu mathématique, rien de plus, et de partager ma passion. Et juste ces nombres-là, nombre d'abonnés, nombre de vues, sont des indicateurs pour me dire tout simplement que voilà, ce que je propose, ça intéresse. Je ne suis pas le seul à aimer les mathématiques à ce point, jusqu'à me lancer justement à proposer donc ce genre de contenu. Et de voir que ce contenu plaît, voilà, ça fait plaisir et ça motive toujours plus, puisque bon, je vous rappelle que j'avais un objectif au tout début de cette chaîne, c'était de proposer une banque d'exercices pour les classes préparatoires grandes écoles, contenant au minimum 300 exercices, et on s'y approche, hein, on va bientôt atteindre les 250 exercices si on cumule exo de colle et petits exo de colle. Donc c'est énorme, j'aurais vraiment pas pensé au tout début que ça aurait pris autant de temps pour proposer une telle banque. Je suis très heureux de l'aventure que cela m'a proposé et me propose encore. Et pourvu que ça dure, tout simplement, voir des gens toujours plus emballés par ce que je vous propose sur la chaîne, voir des gens qui sont tout simplement curieux de mathématiques et qui ont envie d'apprendre toujours plus, et voir même juste des gens qui sont peut-être profs et qui corrigent peut-être certaines choses que j'ai pu proposer sur la chaîne. Ça aussi, ça fait plaisir à voir. Donc bref, merci pour tout ça. Ça m'aide énormément pour la chaîne. Et puis ça, non seulement ça m'aide, mais aussi j'ose espérer que ça vous aide énormément également pour vous à apprendre beaucoup plus de choses et peut-être à mieux comprendre les choses. Voilà, c'est vraiment cet objectif-là que j'avais en tête quand j'ai démarré cette chaîne. Et donc, voir ça à travers différents commentaires, différents échanges que j'ai pu avoir par mail ou même en personne, ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà. Bon, j'aurais bien sûr encore énormément de choses à vous raconter, mais je vais devoir mettre ça de côté. Vraiment, l'objectif, c'est pas que pêle-mêle devienne un examen, puisque les numéros d'examen, ça fait depuis décembre 2024 que j'ai pas proposé un numéro d'examen, donc ça fait 4 mois, bientôt 5, que j'ai pas proposé de vidéo d'examen pour vous parler un petit peu de ce qui devient pour moi, ce qu'il advient pour moi. Puisque bon, là, j'aime bien faire cette blague, je suis pas devant un tableau blanc, je suis devant un tableau noir, et donc ça veut dire que je suis pas chez moi. Et en fait, en effet, je suis pas chez moi, là, je suis au Royaume-Uni, à Leeds, à l'université de Leeds. C'est là où j'ai démarré mon postdoc depuis janvier 2025. Et il y a tellement de choses qu'il faut que je vous raconte de ce côté-là, tellement de choses. Mais c'est vrai que mon emploi du temps, c'est quand même pas mal chargé par rapport à la recherche, ce qui est assez rigolo, hein, c'est un peu un comble. J'étais content d'avoir plus de temps libre parce que je ne donnais pas d'enseignement, mais en fait, en contrepartie, je fais beaucoup plus de recherches. Et donc, beaucoup plus de recherches, vraiment à un point où ça prend beaucoup plus de temps que tout simplement vous proposer du contenu sur la chaîne YouTube. Alors bien sûr, il faut choisir ses priorités, et ce qui fait que sur la chaîne YouTube, j'ai décidé vraiment de vous proposer surtout des exos de colle et des petits exos de colle ces derniers temps. Mais enfin bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que là, je commence à le faire et il faut vraiment que j'évite de le faire. Donc on va garder ça pour un prochain numéro d'examen et ici se consacrer pleinement au contenu de pêle-mêle. Et donc, je vais commencer par vous rappeler le principe des pêle-mêle, hein, parce que comme il y a une vidéo par an, j'imagine qu'on oublie très vite de quoi il s'agit. Alors les pêle-mêle, ça va marcher de la manière suivante. On va passer à travers différents domaines de mathématiques grâce à des questions plus ou moins naïves. Et l'idée, c'est qu'à travers ces questions naïves, on arrive à en extraire des contre-exemples. Et vraiment, la philosophie générale des pêle-mêle, c'est tout simplement de vous permettre d'avoir une bibliothèque de contre-exemples à utiliser lorsque vous êtes en concours ou lorsque vous êtes en oral, donc que ce soit en écrit ou en oral. L'idée étant que quand vous êtes en écrit, si vous avez à un moment une envie d'utiliser un résultat, vous n'êtes pas forcément très sûr de l'énoncé de ce résultat, vous avez un doute si vous avez oublié une hypothèse ou quelque chose comme ça, eh bien, les contre-exemples sont là pour vous aider. Parce que si vous pensez contre-exemple ou si vous cherchez des contre-exemples, eh bien, en trouvant des contre-exemples, ça vous permet d'éviter de grosses âneries. Et donc, par exemple, un exemple que j'aime bien donner, c'est si je prends deux matrices, disons deux matrices qui sont diagonalisables, est-ce que la somme de deux matrices diagonalisables est diagonalisable? Et en fait, la réponse est non. Vous pouvez faire un exemple assez rapide en prenant la matrice diagonale, disons 2, 2, 0, 1 sur la diagonale, puis vous mettez rien d'autre, hein, je pense que c'est très bien. Et puis vous prenez une autre matrice où vous mettez
1, 2 dans la diagonale, vous mettez un 1 sur la composante qui se trouve en première ligne, deuxième colonne, et vous mettez un 0 ailleurs. Donc les deux matrices que je vous donne là, elles sont diagonalisables, et pourtant, si vous faites la soustraction des deux, bon, c'est pas la somme, mais la soustraction des deux, vous allez vous retrouver avec une matrice qui est triangulaire supérieure et qui malheureusement n'est pas diagonalisable. Donc voilà, je pense que c'est un très bon exemple qu'il faut avoir en tête pour se dire, oui, si je fais la somme de deux matrices diagonalisables, c'est pas forcément diagonalisable. Il faut des conditions supplémentaires pour s'assurer qu'une somme de matrices diagonalisables est diagonalisable. Et c'est globalement l'idée générale donc, de pêle-mêle, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des contre-exemples face à l'utilisation de certains théorèmes ou peut-être des moments où vous voulez aller un petit peu plus vite dans vos raisonnements et qu'en fait, il ne faut pas aller si vite que ça. Il faut réfléchir un petit peu à travers le résultat que vous utilisez, est-ce que par hasard, il y a un bonhomme, on va dire ça comme ça, un bonhomme qui malheureusement ne satisfait pas la propriété que vous voulez en ayant les mêmes hypothèses au départ. Donc vraiment, c'est ça la philosophie des pêle-mêle, c'est vraiment de vous donner de l'artillerie supplémentaire pour bien vous préparer au concours. Et ça tombe bien, cette vidéo devrait normalement sortir avant les concours de cette année. Et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, proposer les pêle-mêle un petit peu avant les jours où on a les concours de classe préparatoire aux grandes écoles. Bref, ceci étant dit, on peut se lancer donc dans le pêle-mêle et comme dans chacun des numéros, je vais vous proposer 10 questions et pour chacune des questions, on va essayer d'y répondre et généralement, ça va nous donner des contre-exemples. Donc, je vais commencer par vous proposer une première question sur les suites de fonctions. Alors, si je considère une suite de fonctions, on va noter Fn, suite de fonctions continue, et je vais toutes les supposer périodiques. Donc toutes les fonctions sont continues périodiques. Et je vais supposer de plus que la suite de fonctions, elle converge simplement, je vais l'écrire comme ça, vers une fonction f qui est continue. Et elle converge simplement sur R. La question est, est-ce que f est périodique? Voilà, question peut-être un peu naïve, mais je pense qu'il y a tout un intérêt à se poser ce genre de questions. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour essayer de répondre à cette question avant que je ne le fasse moi-même. Ok, j'espère que vous aurez essayé et la réponse est non. Et je vais vous donner un exemple. Prenons une suite de rationnels qui convergent vers un nombre irrationnel. Et là, en l'occurrence, je vais faire en sorte que cette suite converge vers pi. Donc bien sûr, les Qn vont être des entiers naturels non nuls ici, et les Pn sont dans Z, bien sûr. Je pense que cela va de soi. Voilà, donc je vais considérer ça. Et puis, je vais prendre la suite de fonctions suivantes. Fn qui à x associe sinus de 2x plus sinus de 2Pn sur Qn x. Et c'est là où vous devriez voir un petit peu le pourquoi du non. Parce que peut-être que sur le coup, vous avez pensé à quelque chose que je n'ai pas supposé. Vous avez peut-être pensé que toutes les fonctions qui étaient périodiques ici étaient périodiques pour la même période. Et c'est là le piège. Donc là, ici, le truc à laquelle il faut faire attention, pour le fait que ce soit non, c'est que ici, on n'a pas fixé une période. Donc, les périodes ne sont pas fixées. Si les périodes étaient fixées, alors ce que je viens d'écrire serait correct. C'est-à-dire que si je vous avais dit les fonctions Fn seraient t périodiques, avec un t supérieur strict à 0, alors f est t périodique. Ça deviendrait vrai. Mais là, ici, je ne vous ai pas précisé de période. Et donc, il faut jouer de ça. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. En prenant cette fonction-là, vous pourrez constater que cette fonction, donc là, ici, Fn, est en fait, alors si on ne fait pas trop de bêtises, ici, on a pi périodicité, et puis ici, il suffit juste de multiplier par Qn la pi périodicité pour avoir ce qu'on veut. Donc, on se rendra compte, en fait, que la fonction Fn, ici, elle est
Qn fois pi périodique. Et bon, je pense que ça va de soi. Cette fonction-là, elle est bien sûr continue sur R. Voilà. Donc ça vous confirme que déjà, on a les hypothèses qu'on veut. Donc, on a bien une suite de fonctions qui est continue sur R et qui est périodique. Donc, chacune des fonctions est périodique. Et on pourra constater que la suite de fonctions converge simplement vers une fonction f ici qui a x associé, que je ne fasse pas de bêtises, sinus de 2x plus sinus de 2πx. Alors comment on vérifie la convergence simple vers cette fonction? C'est pas difficile, faites la soustraction. Donc si vous faites fn de x moins f de x, je vais mettre des valeurs absolues. Ben ça, vous savez que ça va être égal, parce que bon, il y a une partie qui va quand même se simplifier, c'est le sinus de 2x, et vous allez vous retrouver avec sinus de 2 fois Pn sur Qn x moins sinus de 2πx. Et ça, bah, c'est inférieur ou égal par Lipschitzienne-T. Elle est 1 Lipschitzienne, la fonction sinus. Par 1 Lipschitzienne-T, vous avez que ce truc-là est inférieur ou égal à la soustraction de ce qu'il y a dedans. Et donc la soustraction qui est dedans, vous pouvez mettre le x en facteur, donc vous allez vous retrouver avec valeur absolue de x, fois 2 d'ailleurs, puis ensuite fois valeur absolue de Pn sur Qn moins pi. Et vous savez que Pn sur Qn, ça tend vers pi. Donc bah, ce truc-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc c'est gagné. Je viens de démontrer qu'on a bien une convergence simple de la suite de fonction fn vers la fonction f. Vous pourrez constater qu'on a en fait même une convergence uniforme sur tout segment. Car si vous utilisiez les segments, vous pourriez très bien dire ici, vous êtes en train de chercher à majorer la norme infinie. Et en fait, la norme infinie va être inférieure ou égale à 2 fois la valeur maximale que vous pouvez atteindre en valeur absolue dans le segment, fois ensuite ce truc-là qui va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc voilà, ça c'est quand même assez joli. Bref, donc là on vient de démontrer qu'en effet on a bien une convergence simple. Maintenant reste une chose à démontrer qui est généralement pas évident, c'est de montrer que la fonction que nous avons ici, alors elle est bien sûr continue, j'ai oublié de le dire, mais on va le dire, elle est bien sûr continue. La seule difficulté maintenant qu'il nous reste, c'est de vérifier que cette fonction elle n'est pas périodique. Et ça c'est vrai qu'on ne fait pas très souvent ça, une question de est-ce qu'on peut démontrer qu'une fonction n'est pas périodique? Alors c'est vrai qu'en toute généralité, montrer qu'une fonction n'est pas périodique, c'est pas évident du tout. Si je vous donne une fonction un peu abstraite, c'est vraiment pas évident. Mais si vous avez une fonction assez gentille comme celle-ci, ça va mieux se passer. Alors pour le démontrer proprement, je vais faire de la manière suivante. Je vais poser une fonction. Donc je vais supposer, alors, attendez, je vais d'abord commencer par faire une supposition par l'absurde. Donc supposons par l'absurde que ma fonction f était périodique. Donc elle était période sur R. Donc bien sûr avec t supposé strictement positif. Et là maintenant je vais poser une fonction, je vais l'appeler ut. Et cette fonction, ça va être tout simplement la différence entre deux périodes, donc en fait, deux valeurs que j'aurais prises par rapport à la période t. Et donc plus précisément, je vais regarder plutôt ce qui se passe ici. Et écrire la chose suivante. Je vais faire. Pourquoi je regarde la comparaison des deux? C'est pas ça que je vais faire. Je vais prendre ce truc-là et je vais regarder sa différence avec la valeur en prenant x à la place de x, mettre x plus t. Donc c'est ça que je vais faire. Donc je vais faire sinus de 2πx. Bon, je vais mettre x plus t ici. Moins sinus de 2πx. Alors, à cause de la t-périodicité, vous pourrez constater que cette soustraction, c'est la même que la soustraction suivante. Sinus de 2x, en espérant ne pas faire de bêtises. Donc, normalement, réfléchisse pour ne pas faire de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, si je mets lui de l'autre côté, je retrouve la fonction g. Ouais, c'est ça. La fonction f. Donc, c'est ça. Donc, je vais ça. Donc, moins sinus de 2x plus t. Donc, cette égalité, ça vient du fait que f est supposé t périodique. Mais là, on peut reconstater un truc rigolo. C'est que la fonction ut, elle est continue. En plus de ça,
elle est impériodique, enfin pi périodique. Si vous remplacez x par x plus pi, vous pourrez constater que le pi va se simplifier. Donc elle est pi périodique. Elle est également impériodique, si on prend l'expression du haut. Et là, pour les gens qui suivent bien la chaîne, vous devriez vous souvenir d'un exercice que j'avais proposé sur la chaîne qui justement étudiait les fonctions qui étaient continues sur R et qui sont à la fois pi périodiques et impériodiques. Alors je vais vous redonner la référence, je vais regarder mes notes pour être sûr. C'est l'exode-call numéro 20. Si j'utilise le résultat de l'exode-call numéro 20, vous pourrez retrouver le lien de cet exercice en description si ça vous intéresse. Eh bien, on va pouvoir conclure que la fonction ut, elle est constante. C'est un très joli exercice utilisant d'ailleurs un résultat sur les groupes, les sous-groupes de R, soit ils sont denses dans R, soit ils vont être de la forme A fois quelque chose. Donc ça c'est quand même assez rigolo à démontrer. Enfin A fois Z, c'est ça que je veux dire, A fois Z avec A réel, non nul. Nul ou non nul d'ailleurs. Bref, mais là ce qui importe c'est surtout que le sous-groupe donné par les multiples de pi plus multiples de 1, bah, ça va être un sous-groupe qui est dense. Voilà, ça va être une assez belle conséquence. Bref, et grâce à ça, on peut vérifier que on n'a pas d'autre choix que d'avoir une fonction qui est constante. Donc notre fonction u de t est constante. Maintenant la question c'est quelle est la valeur de cette constante? Eh bien si cette constante est non nulle, vous avez un problème avec la bornitude. Donc il ne faut pas oublier que la fonction f est bornée. Or f est bornée. Donc comme f est bornée, vous n'avez pas trop le choix. Votre fonction u de t, elle doit toujours valoir 0. Alors un moyen de vous en convaincre, c'est que si ça c'était pas nul, vous auriez pu faire sinus de 2x moins sinus de 2 fois x plus 2t, et finalement voir que c'est 2 fois la constante, puis après vous pouvez faire 3 fois la constante, etc. et faire tendre vers l'infini, vous allez avoir un problème de bornitude. Et donc le problème c'est que vous avez aussi les fonctions sinus et sinus de pi x qui sont censées être bornées. Donc vous avez un problème avec la bornitude des fonctions et cette affaire-là qu'on est en train de regarder. Donc à cause de la bornitude, vous n'avez pas le choix, il faut que ce u de t soit égal à 0. Mais si u de t égale 0, si vous regardez d'un petit peu plus près, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinus de 2pi x plus t, c'est égal à sinus de 2pi x. Et vous avez aussi que sinus de 2x, c'est égal à sinus de 2x plus t. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la période, c'est à la fois un multiple de pi et aussi un multiple de 1. Donc ça veut dire que t doit appartenir à pi z inter z. Mais le seul élément qu'il y a dans cette intersection, c'est 0. Donc vous avez une contradiction. Marrant, non? Donc voilà, on vient de démontrer que la fonction qu'on obtient en tant que limite simple de la suite de fonctions fn, je rappelle aussi d'ailleurs limite uniforme sur tout segment de R, tout segment, donc tout segment donc automatiquement borné, j'allais dire tout intervalle borné, sinon ça marche aussi. Bref, bien que vous ayez ce genre de propriété qui est satisfaite par cette suite de fonctions et cette limite pour la suite de fonctions, la limite n'est pas périodique. Alors il se trouve que la fonction, elle a quand même une propriété, on dit qu'en fait la fonction f ici, elle est, donc je vais effacer ici pour l'écrire, elle est pseudo, enfin pas pseudo, c'est pas bon, pseudo périodique c'est en physique, c'est presque périodique. En fait f est presque périodique. Alors je vais peut-être me garder ça, des explications supplémentaires sur la notion de presque périodicité pour un numéro du complément, on verra bien, mais sachez que en fait il y a une notion de presque périodicité qui existe. Et en fait, il se trouve qu'on peut démontrer quelque chose qui s'apparente un petit peu à un théorème de Weierstrass, qui est de dire que si on regarde des limites uniformes de suite de fonctions fn sur des segments, alors on va se retrouver avec des fonctions qui sont presque périodiques. Voilà. Et en fait, on peut même regarder ce résultat juste en regardant les fonctions presque périodiques et les limites de fonctions uniformes sur des segments qui sont presque périodiques, ça va donner des fonctions qui sont presque périodiques. Voilà. Bref, je vais me garder ça pour peut-être un prochain numéro du complément. Je vais attaquer maintenant une deuxième question. Hop. Alors, deuxième question. Je revérifie quand même l'énoncé de la deuxième question. C'est
Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'endomorphisme sur un R espace vectoriel qui n'est continu pour aucune norme sur ce R, enfin, qui n'est continu sur aucune norme. Je pense que c'est assez clair comme ça. Voilà. Donc, donnez un exemple d'endomorphisme qui est sur un R espace vectoriel qui n'est pas continu sur aucune des normes. Aucune des normes que vous pourriez poser sur le R espace vectoriel. Alors, je vous fais quand même un petit réflexe qui est important ici à constater, c'est que le problème, quand on travaille en dimension finie, c'est que si on a une application linéaire, elle est automatiquement continue. Donc, tout de suite, l'exemple que vous devriez avoir à chercher, c'est un exemple où vous travaillez avec un R espace de dimension infinie. Voilà, ça, si ça peut vous mettre une petite piste, pensez plutôt à des R espaces vectoriels de dimension infinie. Je vous laisse un petit peu de temps, encore une fois, pour essayer de trouver par vous-même un exemple avant que je ne vous en propose un. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors, un exemple que je peux vous proposer, ça serait le suivant. Si je prends, ce serait le suivant. Je prends comme R espace vectoriel l'ensemble des fonctions C infini de R vers R, et je vais considérer la dérivation. La fonction qui a une fonction f associe sa dérivée. Bon, j'affirme que peu importe la norme que vous allez poser sur l'espace E, eh bien malheureusement, cette application D va être jamais continue. Donc si maintenant je pose n une norme sur E, et en fait pour démontrer que ce n'est pas continu, il suffit de penser aux fonctions les plus simples que vous pourriez prendre pour dériver. Et les fonctions les plus simples qui peuvent vous amener à des contradictions. Alors, si D était continu, et là c'est là l'astuce, si D est continu, sur E muni de la norme, eh bien vous auriez l'existence d'une constante positive telle que pour n'importe quel x dans E, vous auriez la norme de D de, alors c'est pas x, je vais l'appeler f plutôt, de D de f qui serait inférieure ou égale à cette constante fois la norme de f. Je vous rappelle que si vous avez une application continue sur un espace vectoriel, alors il est automatiquement une application linéaire, pardon, alors elle est automatiquement lipschitzienne. Et donc c'est ça que je viens d'utiliser, elle est lipschitzienne. Continuité d'une application linéaire revient à une continuité en zéro, blablabla. Bref, pas mal de petites choses qu'on pourrait dire. Mais là, je vais me contenter d'utiliser ça. Alors là, on voit cette propriété-là et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de contredire ça en choisissant une bonne constante? Eh bien oui, on peut réussir à contredire ça en utilisant aussi une bonne fonction. Si je prends maintenant A un réel et que je considère f comme étant la fonction qui a x associée exponentielle de ax, et bien là, on a une contradiction. En effet, df, ça va être a fois, donc df, je vais l'appeler dfa plutôt. Ça va faire a fois fa. Et donc, si vous passez ça à la norme, vous avez ceci, et donc ça va vous donner valeur absolue de a fois n de fa. Et donc, si la valeur absolue de a est plus grande que c, vous avez une contradiction. Et ça, c'est possible, puisque comme c est fixé, prenez a égale c plus 1, et voilà, c'est terminé. Donc voilà, c'est un très joli exemple, je pense, qui est important à connaître pour dire, il existe bien des applications linéaires pour lesquelles on ne peut pas poser une norme vérifiant la continuité. Je pense que c'est important aussi, ça, ce genre d'exemple, pour essayer d'éviter de dire des erreurs du type, justement, il existe toujours une norme pour laquelle une application linéaire serait continue. Hop. Bien, donc ça c'était ma deuxième question. On va continuer, on va enchaîner. Hop. Alors, je regarde ma feuille pour bien voir la suite des questions que j'aimerais vous proposer. Alors, on continue un peu sur les matrices. Ce n'est pas tout à fait les applications linéaires, mais c'est plutôt les matrices. C'est est-ce qu'il existe, donc existe-t-il une base de Mn de R qui n'est faite que de matrices
diagonalisable? Alors ça, c'est une question assez rigolote, je trouve. C'est une question assez rigolote qui est, bon, en soi un peu perturbante, mais qui ne devrait pas être si difficile que ça. Parce que, bon, elle doit être perturbante parce que d'habitude, on dit base canonique, on regarde tout de suite les EIJ, les matrices élémentaires. Normalement, c'est le réflexe qu'on doit avoir. Mais là, on vous demande d'avoir une famille de matrices où toutes les matrices sont diagonalisables. Et ça, je trouve ça très rigolo. Ça permet de changer un petit peu la façon de penser les bases dans les matrices. Et bah là, on se pose la question, est-ce qu'elles peuvent être toutes diagonalisables? C'est quand même pas si évident à se poser comme question. Je pense que peut-être inversible aurait été un petit peu plus simple à répondre. Mais là, diagonalisable, je pense que c'est un petit peu moins simple à répondre. Mais si on réfléchit assez bien, on peut trouver très vite un exemple qui marche. Car la réponse est oui. Donc je vous ai spoilé, mais la réponse est oui. Et donc bah, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de trouver une base qui convient. Ok, donc je vous ai spoilé, la réponse est oui. Et donc bah, voilà une base que vous pourriez prendre. Si je considère la base, donc si vous prenez D comme matrice diagonale donnée par 1 jusqu'à n, et si vous prenez donc maintenant comme base, on va l'appeler FIJ, et bien ça va être D plus la matrice élémentaire, et bien cette matrice-là, elle est diagonalisable. Elle est diagonalisable dans R d'ailleurs. Alors pourquoi elle est diagonalisable? C'est parce que soit I égale J, et dans ce cas-là, vous avez déjà une matrice diagonale, donc vous êtes content. Soit I n'est pas égal à J, dans ce cas, vous avez une matrice qui est soit triangulaire supérieure, soit triangulaire inférieure, dont toutes les valeurs de la diagonale sont distinctes. Ce qui signifie automatiquement que les valeurs propres sont toutes distinctes, sont toutes distinctes. Voilà, vous avez n valeurs propres distinctes qui sont données par les valeurs de la diagonale, et donc bah, ça veut dire que la matrice est diagonalisable. Terminé. Voilà comment on justifie qu'elle est diagonalisable. Je ne l'écris pas, je pense que ça devrait aller de source. Mais voilà, un exemple assez rigolo. Et une question un peu bébête, comme je vous l'ai dit au tout début, une question un peu bébête qui peut amener à des exemples qui peuvent être intéressants à avoir en tête. Bien, alors on va passer un petit peu sur les suites, un petit peu d'analyse quand même. Hop. À nouveau, après avoir fait des suites de fonctions, là on va revenir sur des suites tout court. Je vais considérer deux suites, UN et VN, des suites réelles. La question c'est, est-ce que si j'ai UN qui équivaut à Vn, quand n tend vers l'infini, alors exponentielle de UN équivaut à exponentielle de Vn? Question un peu rigolote. Peut-être que vous l'avez déjà eu à travers votre cours de classe préparatoire. Je pense que normalement, ça fait partie des choses que l'on voit ou qu'on évoque à travers des exercices de classe préparatoire. Mais bon, je pense que ça fait pas de mal d'y remettre un petit peu une couche. Bref, je vous invite à faire une pause sur la vidéo afin de vérifier si cette implication est vraie ou pas. Et si ça ne l'est pas, trouvez un exemple. Bien, alors la réponse est non. Si vous n'avez pas compris la philosophie des pêle-mêles, vous auriez normalement dû pouvoir répondre à cette question déjà d'office, parce que la philosophie, c'est donner des contre-exemples. Donc voilà. Donc là, la réponse est non. Et bon, bah, un exemple assez évident qu'on peut donner, c'est le suivant. Si je prends UN égale n plus 1 et Vn égale n, vous avez en effet que UN équivaut à Vn, tout va bien. Mais le problème, c'est que si vous faites exponentielle de UN sur exponentielle de Vn, vous allez vous retrouver avec exponentielle de 1. Et exponentielle de 1, bah, c'est pas 1. Donc ça veut dire que ce truc-là ne tend pas vers 1. Et donc bah, ça veut dire que UN sur Vn, enfin UN, exponentielle de UN, pardon, n'est pas équivalent à exponentielle de Vn. Et vous pourrez constater qu'on a donc une condition pour espérer que l'équivalence se maintienne. Il faut que UN moins Vn tend vers 0. Donc exponentielle de UN équivaut à exponentielle de Vn, si et seulement si, et là c'est un si et seulement si, UN moins Vn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Bon, on peut se poser la question, tant qu'on y est que l'autre sens est vrai? Pareil, on fait une pause. Ok? Bon, la réponse est non aussi. Donc si je regarde pour cette implication-là, un exemple que je peux vous donner, c'est UN égale 1 sur n carré et Vn égale 1 sur n.
Les deux suites ne sont pas équivalents et pourtant les exponentielles de UN et de Vn vont être équivalents grâce à cette petite propriété que j'ai donnée ici. Ça va plus ou moins tout seul. Bien, et ben voilà, donc ça c'est fait. Ok, on avance. Quatrième question, on va passer à la cinquième question. Alors, cinquième question. Ok, une question assez rigolote. On revient sur de l'algèbre et maintenant sur des polynômes. Hop. Alors, je vais reprendre l'énoncé comme je l'ai préparé. Donc, prenons Q, un polynôme à coefficient entier. Et prenons P, un nombre premier. Ok. On va noter Q bar, la restriction. Bon, on va dire sont projetés dans Z sur PZ. Sous-entendu, on prend les coefficients du polynôme Q modulo P. C'est ça qui est sous-entendu. Est-ce que si Q est irréductible dans Z crochet X, alors Q bar est irréductible dans Z sur PZ. Crochet X. Alors cet exemple, je pense que c'est un exemple super intéressant pour les gens qui, par exemple, en TIPE, essayent de travailler des codes correcteurs, ce genre de choses. Parce que quand on travaille les codes correcteurs, on est obligé de travailler avec des corps qui sont comme ça, constitués de cette manière-là. Donc Z sur PZ, et puis on doit essayer de trouver des polynômes irréductibles dans Z sur PZ, ce genre de choses. Ça peut aussi intéresser des gens qui sont en L3, voire plus, parce que bon, bah ça peut faire penser aussi à des résultats du type critères d'Eisenstein ou ce genre de choses. Même aussi l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques qui peuvent passer par des questions de modulo. Mais là, bon, bah, je pose une question assez générale, à se dire, bah, est-ce que en effet, si Q est irréductible, alors peu importe le nombre premier que vous allez prendre, ce truc-là va être irréductible. Alors voilà, chose un peu rigolote, je vous invite maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de répondre à cette question, puis bah, essayer de sortir des exemples ou des grands contre-exemples pour répondre à cette question. Bien, donc encore une fois, si vous n'avez pas compris la philosophie du pêle-mêle, vous allez vous planter sur la réponse. Donc ici, la réponse est non. Et un exemple que je peux vous donner assez pertinent et assez rigolo, parce que bon, bah, ça fait partie des petites curiosités qui peuvent surprendre quand on démarre à apprendre des choses à des niveaux supérieurs. Parce que bon, j'en avais entendu dans une autre vidéo de mathématiques des gens qui pouvaient être surpris par ce genre de résultat. C'est la chose suivante. Donc si je prends Q comme étant x carré plus 1, voilà, alors ce polynôme est bien dans Z crochet x, et en plus de ça, il est bien irréductible. Et une manière très simple de le vérifier, c'est ce polynôme étant de degré 2, il suffit de vérifier est-ce qu'il y a une racine dans Z. Et la réponse, c'est il n'y a pas de racine dans Z. Je précise quand même, ce que je viens de faire là ne marche que si on travaille avec des polynômes de degré O plus 3. Si on travaille avec un polynôme de degré 4, là, ça ne marche plus. Racine dans Z. Ça ne marche plus. Pensez par exemple ce polynôme-là mis au carré. Ce polynôme-là mis au carré ne va pas avoir de racine. Et pourtant, bah, il va être réductible si je le mets au carré. Bref, ce polynôme-là est bien irréductible dans Z crochet X. Une réponse à ça, c'est parce qu'il n'y a pas de racine dans Z. Et pourtant, si je prends maintenant un nombre premier comme étant 2, Q bar, bah, ça va être encore une fois x carré plus 1. Mais cette fois-ci, donc 1 bar, je préfère. Mais cette fois-ci, bah, là, vous avez une racine. Si vous prenez x égale 1 bar, c'est une racine. Et donc, vous pouvez factoriser votre polynôme, et en fait, la factorisation est la suivante. Voilà. Alors c'est le genre de propriété qu'on dit sans cesse à des élèves de collège ou de lycée à dire ouais non ça c'est faux. C'est faux quand on travaille avec des réels ou avec des complexes. En effet, c'est faux de dire que A plus B, le tout au carré, c'est la même chose que A carré plus B carré. Mais pourtant, ça peut devenir vrai si on travaille dans d'autres corps ou d'autres anneaux. Et là, en l'occurrence, si on travaille avec le corps Z sur 2Z. Ou alors des cocos, comme ici, là, travailler avec un anneau sous-jacent qui serait ici, donc Z sur 2Z, crochet X. Et donc bah voilà, ça vous met en avant que le polynôme Q bar est malheureusement pas irréductible.
Donc n'est pas irréductible dans Z sur 2Z, crochet X. Voilà. Alors il y a des questions que vous pourriez vous poser en me disant oui, alors s'il existe un P tel que la réduction elle est irréductible, est-ce que en effet mon polynôme Q est irréductible? C'est-à-dire est-ce qu'on pourrait quand même faire un truc inverse, des choses comme ça? C'est une question vraiment pas évidente. Je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Ça pourrait peut-être être intéressant pour un numéro de complément, mais ici je ne vais pas en parler davantage. Mais voilà, je voulais juste vous montrer que, attention, passer par une congruence des réductions modulo P, ça ne préserve pas forcément les structures que nous aurions au tout départ dans Z crochet X. Donc là, en l'occurrence, l'irréductibilité des polynômes. Hop, très bien. Question suivante. On vient de passer la moitié. Il nous reste encore donc 5 questions à aborder ensemble. Alors, une question pas facile, mais tout à fait intéressante. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'un anneau? On reste dans de l'algèbre. Qui est commutatif, intègre. Ok, donc ça c'est le premier point, commutatif intègre, qui n'est pas un corps. Donc ça peut-être quand même, c'est important que je le précise. Donc qui n'est pas un corps. Donc autrement dit, les inversibles, c'est pas juste les éléments qui sont non nuls. Qui n'est pas un corps et qui n'admet pas d'irréductible. Je rappelle qu'un irréductible dans un anneau, c'est l'équivalent d'un nombre premier dans Z. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire mon élément irréductible, c'est exactement comme on vient de le faire avec les polynômes. Je ne peux pas écrire mon élément irréductible comme produit de deux éléments qui seraient non inversibles. C'est globalement l'idée d'un élément irréductible. Et bien là, truc hyper drôle, c'est de montrer que, de trouver un exemple d'anneau qui vérifie ces 3 points, et notamment le point qui m'intéresse le plus, c'est qu'il n'a pas d'irréductible. Bien, alors je vous invite à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de trouver un exemple par vous-même avant que je vous en propose un. Ok, alors cet exemple-là est pas évident. Je tiens quand même à le préciser. Évidemment, si j'avais relevé qui n'est pas un corps, là ça serait facile. C'est pour ça que j'ai mis qui n'est pas un corps. Parce que si j'avais pas mis cette hypothèse-là, vous auriez pu me donner n'importe quel corps, cela aurait convenu. Ici, je ne veux pas un corps. Et c'est là la grosse difficulté. Et donc là, je vais vous proposer un exemple, et en plus, je veux de la commutativité, donc vous ne pouvez même pas vous amuser avec des matrices. D'ailleurs, il y a des matrices qui peuvent être irréductibles. Et en passage, quand même, faire attention à ça. Bref, donc, voilà, là, on a une envie de garder une commutativité, on a envie d'être intègre, mais en plus de ça, on ne veut pas d'éléments irréductibles. C'est vraiment pas évident comme exemple. Et je vais vous en donner un qui est assez intéressant et qui va faire écho à un autre exode-call que nous avons déjà fait sur la chaîne. L'exemple que j'aimerais vous donner, ça sera le suivant. Ça sera l'anneau que je vais appeler Z manuscrit, qui sera donc en fait ce qu'on appellera l'anneau des entiers algébriques. Et l'ensemble des, l'anneau des entiers algébriques, c'est l'anneau des Z complexes, tel qu'il existe un polynôme dans Z crochet X unitaire. Et là, c'est important que je précise unitaire. Tel que P de Z égale 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anneau des entiers algébriques. Et en fait, ça doit faire écho justement au corps des entiers algébriques, qui était quasiment la même définition, sauf que ici, je prenais l'existence d'un polynôme dans Z crochet X, et même dans Q crochet X, tel que P de Z égale 0. Je n'avais pas l'hypothèse que le polynôme devait être unitaire. Et ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait sur la chaîne. Alors pareil, je regarde ma feuille pour avoir la référence. C'est l'exode-call numéro 22. Donc l'exode-call numéro 22, on avait démontré que cette chose-là est un corps. Mais malheureusement, Z ronde n'est pas un corps. Et comment on peut démontrer que ce n'est pas un corps? Par exemple, vous savez, 2, c'est facile de démontrer que 2 est dans Z, puisque prenez x-2, et voilà, votre polynôme ici, c'est bien un polynôme dans Z crochet X unitaire qui s'annule en 2.
Donc voilà, très bien. Mais malheureusement, 1/2 n'est pas dans Z. Et la raison la plus simple que je peux vous donner, c'est que si 1/2 est racine d'un polynôme, alors forcément le coefficient dominant de ce polynôme, donc le coefficient qui devrait être devant la plus grande puissance de x, est divisible par 2. Je vous invite à écrire, c'est vraiment pas difficile à vérifier. Il faut juste multiplier par la bonne puissance de 2 ce que vous auriez écrit pour avoir votre polynôme qui s'annule en 1/2. Donc voilà la réponse, hein, ça permet de vérifier que 1/2 n'est pas un entier algébrique. Donc vous allez avoir un problème avec les inverses, mais par contre, toutes les autres propriétés qui font que Z va être un anneau, c'est exactement la même démonstration que pour montrer que ce truc-là est un corps. Donc c'est-à-dire vérifier que 0 est dedans, que 1 est dedans, en fait que n'importe quel élément dans Z est dedans, c'est pas difficile. Ensuite, vous pouvez vous amuser à vérifier que la somme de deux éléments qui sont dedans ou le produit de deux éléments qui sont dedans reste dedans. Et la preuve marche de la même manière qu'ici en travaillant avec des matrices bien choisies, par rapport aux polynômes qui sont les polynômes qui annulent les nombres qui nous intéressent. Donc là, je ne vais pas refaire cette preuve-là. Je vous invite, si vous voulez en voir davantage par rapport à tout ce que je viens de dire, à aller jeter un coup d'œil à l'exocode numéro 22. C'est fait pour ça. Mais maintenant, je vais vous démontrer pourquoi il n'y a pas d'irréductible, et c'est pas difficile non plus. Parce que si vous prenez un élément qui n'est pas inversible, eh bien vous pouvez toujours prendre sa racine carrée, ou voire même sa racine énième. C'est ça qui se passe. Donc en effet, petite propriété, si Z est dans Z, alors pour tout n entier naturel non nul, et pour tout y dans C tel que y à la puissance n est égal à z, on a y qui est un entier algébrique. Et comment on le démontre? Bah, c'est pas dur. En fait, pour le démontrer, prenez votre polynôme P dans z crochet x unitaire, tel que P de z égale 0, et considérez le polynôme Q donné par le polynôme P, mais vous remplacez x par x puissance n. Ce polynôme-là, il est encore dans z crochet x, il est encore unitaire, et maintenant si vous faites Q de y, vous allez avoir P de y puissance n, qui est P de z et qui donne 0. Donc voilà, c'est gagné, on vient de démontrer qu'en effet, le polynôme qui est ici en jeu est bien le bon polynôme unitaire qui satisfait la propriété qu'on veut, et donc y est bien un entier algébrique. Et maintenant que vous savez ça, bah en fait, n'importe quel élément que vous prenez non inversible, donc soit Z un élément dans les entiers algébriques non inversibles, si vous prenez ça, eh bien, vous pouvez toujours prendre, il existe toujours un Y, qui existe, moi je veux dire ça comme ça, il existe un Y qui lui aussi devra ne pas être inversible, parce que sinon ça veut dire que Z est inversible. Vous allez très vite comprendre pourquoi, en effet, il ne peut pas être inversible. Tel que bah, vous pouvez écrire Z comme étant égal à Y carré. Et donc ça suffit pour démontrer que du coup, n'importe quel élément qui n'est pas inversible n'est pas irréductible. Et voilà, c'est terminé. Je viens donc de vous montrer un exemple d'un anneau qui vérifie les 3 points que j'ai donnés. Et je pense que ça peut être un bon exemple à avoir en tête aussi pour éviter des cafouillages en croyant que peu importe l'anneau que vous allez prendre, vous allez toujours vous retrouver avec des irréductibles. Ça, voilà, pareil, ça alimente encore des contre-exemples intéressants. Bien, donc ça c'était ma 6e question. 7e question, une question analytique. On va travailler avec des fonctions qui sont à plusieurs variables cette fois. Alors, question 7. Je veux un exemple. Alors là, ça ne va pas être évident aussi, mais je pense que c'est quand même très intéressant à chercher à avoir comme exemple. Un exemple d'une fonction qui va de R2 vers R, qui est différenciable, surtout R, mais pas C1, surtout R. Ah, c'est rigolo comme exemple. Si vous n'avez jamais réfléchi avant à ça, ça doit vous surprendre peut-être de vous dire une fonction qui est différenciable n'est pas forcément C1. Bah oui, en effet, une fonction différenciable n'est pas forcément C1. Et c'est tout l'objectif de cet exercice. Il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être différenciable et qu'est-ce que ça veut dire être C1.
Alors peut-être qu'un premier truc qui pourrait vous venir à l'esprit, c'est une question de continuité de la différentielle. En effet, c'est pas une mauvaise idée de penser comme ça. Mais une autre façon de penser, ça serait aussi de penser à une question de dérivée partielle. En effet, être différenciable, ça veut dire aussi admettre des dérivées partielles. Et pour que ce soit C1, il faudrait que ces dérivées partielles soient continues. Bon ben voilà, alors si vous jouez un petit peu avec ce genre de jeu, vous devriez commencer peut-être à avoir des idées de contre-exemples. Alors je ne dis pas que ça va venir tout de suite instinctivement, mais juste, il faut explorer un petit peu ce que ça veut dire être différenciable, et en explorant un petit peu ce que ça veut dire, vous devriez être capable de me sortir un exemple qui pourra vous faire penser d'ailleurs à un exemple qui peut être intéressant quand on travaille avec des développements limités. Voilà. Sans en dire davantage, il y a une question de développement limité qu'il faut essayer de mettre en œuvre pour avoir une fonction qui est différenciable mais qui n'est pas C1. Bref, maintenant que j'ai dit ça, je vous invite à nouveau à faire une petite pause pour essayer de répondre à cette question avant que je ne le fasse moi-même. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Eh bien, un exemple que je peux vous donner, ça serait le suivant. Bien sûr, ce n'est pas le seul, mais voilà un exemple. Si je propose la fonction qui a xy associe x fois y fois le sinus de 1 sur racine de x carré plus y carré. Alors cette fonction, elle est bien définie sur R2 sauf 0, 0. Donc f est bien continue sur R2 sauf 0, 0. Donc là, vous êtes en train de me dire, ouais, bah, il ne m'a pas donné une fonction qui était continue sur R, enfin sur R2. D'ailleurs, continue, j'ai écrit sur R. Hop, vous pourriez me râler dessus, j'ai pas mis R2, mais c'était R2 que j'aurais dû mettre. Bref, donc j'ai pas donné une fonction qui est continue sur tout R2, mais vous en faites pas, en fait, cette fonction-là, elle est prolongeable par continuité en 0. En effet, si vous regardez votre fonction et que vous remplacez x par r cos θ, ça fait partie des réflexes qu'il faut avoir quand on voit une expression qui fait intervenir ce genre de choses. Faire un changement en coordonnées polaires, r sinus θ. Si vous faites ça, alors vous allez vous retrouver avec une expression qui est de la forme r carré cos θ sin θ fois sinus de 1 sur r. Ce truc-là est borné, tout comme ces deux trucs-là. Et le r, bah, quand r tend vers 0, le r carré tend vers 0. Donc ceci, quand r tend vers 0, bah, ça tend vers 0. Ce qui veut dire que quand vous faites la limite de f de xy, quand la norme, ici euclidienne, de xy tend vers 0, eh bien ça, bah, ça vous donne 0. Et donc, bah, on peut prolonger un prolongement en 0, 0 par f de 0, 0 égale 0. Tout va bien. Voilà, on a notre fonction continue. Et maintenant, bah, il faut démontrer les deux choses qui nous intéressent. D'une part, qu'elle est différenciable, surtout R2, et d'autre part, que malheureusement, elle n'est pas C1. Pour vérifier la différenciabilité, on peut le faire directement, sans forcément passer par les dérivées partielles. Alors bien sûr, et ça devrait être assez évident par composition, elle est différenciable sur R2 sauf 0. Donc F est différenciable sur R2 sauf 0, 0. Ça, normalement, ça va de soi par composition de fonctions qui sont C1 ou différenciables, donc sur les domaines qu'il faut. Donc ça, normalement, ça va tout seul. Par contre, le seul problème, c'est en 0, 0. Mais si on regarde en 0 ce qui se passe, eh bien, on va avoir la chose suivante. En effet, sinus, donc si on regarde un petit peu de plus près, alors je réfléchis juste à comment je veux l'écrire. Ben, je vais encore utiliser l'écriture en polaire. Donc si je refais encore mon écriture comme ceci, y égale r sin θ. Si je regarde f de xy divisé par la norme de xy, est-ce que je veux faire ça tout de suite? Oh non, je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux faire mieux. Oui, voilà, donc c'est ça que je veux faire. Donc bah, j'ai justement écrit que f de xy, c'est donc r carré fois une constante que je vais mettre dépendant de θ, fois ensuite sinus de 1 sur R. Mais ce truc-là, et c'est pour ça que je voulais diviser par la norme, ce truc-là, c'est un petit taux de R. Donc c'est un petit taux de la norme de xy. Et à cause de ça, bah, normalement la différenciabilité, c'est justement d'écrire que mon f de xy, c'est la même chose que f de 0, 0, plus ensuite un truc qui doit être linéaire,
Et c'est ça la différenciabilité. Normalement, je devrais écrire f de 0, 0 plus une fonction qui doit être linéaire par rapport à xy, quand xy tend vers 0. Normalement, c'est ça que je devrais faire. Et après, vous avez un petit taux de quelque chose qui est dépendant de la norme de xy. Sauf que là, en utilisant le développement limité, et c'est ce que je vous disais, en utilisant des idées par rapport au développement limité, là, en utilisant le développement limité, là, vous voyez que la partie linéaire, elle est nulle. Donc ça veut dire qu'en effet, f est différenciable en 0, 0, et que cette différentielle, donc si je note df, et je la regarde en 0, 0, ça donne l'application linéaire nulle. Donc c'est l'application linéaire nulle, qu'on soit bien OK. L'application linéaire nulle ici qui va donc de R2 vers R. Voilà. Donc elle est bien différenciable en 0, 0, et cette différentielle, c'est 0. Alors maintenant, pour montrer qu'elle est passée 1, on va utiliser les dérivées partielles. On pourrait continuer avec la différentielle, je pense que c'est peut-être pas impossible, mais ça voudrait dire qu'il faudrait calculer la différentielle en tout point. Et là, ça a l'air un peu technique. Donc on va plutôt calculer les dérivées partielles. Donc là maintenant, non, c'est 1. Et utiliser la propriété que j'ai citée tantôt en disant il faut qu'il y ait des dérivées partielles et que ces dérivées partielles soient continues sur R2. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un problème de ce côté-là. Donc, je rappelle que ma fonction que j'ai effacée, c'est xy sinus de 1 sur racine de x carré plus y carré. Alors, on n'a pas peur. On sait qu'elle est quand même dérivable. Donc, f admet des dérivées partielles en x et en y. Sauf, pour l'instant, je vais juste travailler dans R2 sauf 0, 0. Hop. Et après, on va voir en 0, 0 qu'elle a aussi une dérivée partielle, en x et en y. Donc, si je regarde maintenant la dérivée partielle en x de ma fonction, on n'a pas peur, c'est un produit, donc on a y sinus de 1 sur racine de x carré plus y carré. Et ensuite, on a plus, alors ça va devenir un moins, si je ne m'abuse. Donc, on va avoir x, y. Et ensuite, on a la dérivée de 1 sur racine de x, x carré plus y carré. Donc ça va me faire intervenir un fois 2x, avec le moins, justement. Et après, je dois avoir un, donc alors là, c'est 1 demi, 1 demi, donc moins 1 demi, ça va faire moins 1 demi. Donc le 1 demi va simplifier, ok, donc le 2 va simplifier. Donc j'ai juste ça. Divisé par racine de x carré plus y carré, mis au cube. 3 demi, moins 3 demi. X dérivé de u puissance n, c'est u prime, n fois u prime fois u puissance n moins 1, c'est ça que je viens d'utiliser à l'instant. Et puis bon, après, dérivé de sinus, c'est cosinus, on ne se plante pas sur le signe. Voilà. Je ne vais pas écrire la dérivée en y, parce que la dérivée en y dépend de celle en x. En effet, à cause de la symétrie, car f de xy, c'est la même chose que f de yx, alors la dérivée partielle en y de cette chose, c'est la même chose que la dérivée partielle en x, mais calculée en échangeant y et x. Voilà. Donc je vais me contenter juste de la dérivée partielle en x pour continuer, parce que la dérivée partielle en y, ça se déduit à partir de ce que je viens d'écrire. Alors maintenant, qu'en est-il en 0 ? Il faudrait que je regarde la limite quand x tend vers 0 de f de x0 moins f de 0, 0 sur x. Sauf que f de 0, 0, ça fait 0. Et f de x0, regardez l'expression. Ça vous donne 0. Peu importe le x non nul que vous prenez. Donc la limite que je suis en train d'écrire, elle vaut 0. Donc elle admet bien une dérivée partielle en 0, 0, qui est juste 0. On peut faire la même chose en y, bien sûr. Et maintenant, reste un dernier truc, la continuité. Et c'est là où ça va pêcher. Et pour montrer que ça pêche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une suite de points dans R2 qui va tendre vers 0 et qui malheureusement va faire en sorte que les images ne vont pas coïncider. Donc si je prends en l'occurrence xn égale yn égale... Alors, il faut réfléchir un petit peu. L'idée de la suite que je vais extraire là, c'est de dire j'aimerais bien utiliser la pi-périodicité ou la 2-pi-périodicité de ma fonction qui est ici. Si je cherche à utiliser ça, peut-être que ça va plutôt bien se goupiller.
Et en fait, si vous pensez comme ça, vous pourrez très bien faire en sorte que ce qu'il y a dans le sinus soit égal à un multiple de pi, ou voire même à un multiple de 2pi, si vous voulez. Eh bien, on va faire exactement ça. Là, je vais faire juste en sorte que ce soit un multiple de pi, et après, on pourra extraire des sous-suites justement qui vont déranger. Donc là, ce que je vais prendre, c'est npi fois racine de 2. Si je prends ça, alors vous pouvez vous amuser à vérifier que 1 sur racine de x carré plus y carré, c'est égal à npi. Et donc maintenant qu'on a ça, on écrit ce qu'on a pour la dérivée partielle en x calculée en xn, yn. Et si on fait ça, alors ici, je calcule en yn, donc on va avoir, que je fasse pas de bêtises quand même. Alors, on va avoir 1 sur npi racine de 2, voilà, donc ça va, fois sinus de npi, moins, alors là, c'est là où il y a un truc rigolo qui va se produire. Donc là, on va avoir du, juste pas faire de bêtises. Donc, 1 sur n cube, pi cube, et après racine de 2 mis au cube, donc ça va faire 2 racines de 2. Ok. Ouais. Et puis ensuite, je suis juste en train de réfléchir si j'ai pas oublié quelque chose. Ensuite, en numérateur, on va avoir tout simplement du n cube, pi cube. Je suis en train de demander si j'ai pas oublié de mettre un x2 quelque part, mais je crois que le x2, il s'est bien simplifié. J'ai dit que la dérivée de x carré c'était 2x, mais la dérivée de u puissance moins 1 demi, ça faisait moins 1 demi fois u puissance moins 3 demi. Donc oui, c'est ça. Donc j'ai bien le 1 demi qui se simplifie avec le 2, donc en effet, il n'y a pas de 2 qui doit apparaître. Donc j'ai ça, très bien. Et puis cosinus de npi. Alors sinus de npi, ça fait 0, hein, donc bon, pas besoin de regarder davantage la première partie qui est ici. Mais si je regarde la deuxième partie qui est ici, vous voyez les n cubes qui simplifient, les pi cubes qui simplifient, et on va se retrouver avec moins 1 sur 2 racine de 2 fois moins 1 puissance n. Un cosinus de npi, c'est la même chose que moins 1 puissance n. Cosinus de 0, ça fait 1, cosinus de pi, ça fait moins 1, cosinus de 2pi, ça fait 1, etc., etc. Donc on arrive avec ça, et ça, vous voyez très vite que ça ne tend pas vers 0. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de limite à ce truc-là. Donc ça ne tend pas vers 0. Bon, terminé. Je pense que vous allez être content. Vous avez trouvé une suite d'éléments qui tend vers 0. Donc là, ici, suite de points xn, yn qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et qui pourtant en image ne tendent pas vers 0, qui devrait être normalement l'image de la dérivée en 0, 0. Donc conclusion, la dérivée en x n'est pas continue en 0, 0. Ce qui veut dire que la fonction n'est pas CR. Voilà. Et donc ça, c'est bien comme exemple, parce que voilà, ça met en avant le raccourci qu'on pourrait souvent faire, de dire une fonction est différenciable, donc elle est C1. Et ça, c'est faux. Il faut vraiment que la différentielle soit continue. Et autre manière de dire, on peut aussi regarder les dérivées partielles, voir qu'elles existent, et vérifier que ces dérivées partielles sont elles-mêmes continues. Et donc c'est ce qu'on vient de mettre en contradiction en mettant en avant que la dérivée partielle en x n'est pas continue en 0, 0. Alors, il me reste 3 questions encore à aborder. Je regarde ma feuille pour ne pas oublier les questions. J'en ai une là. On va revenir sur de l'algèbre. Où est-ce que j'ai fini? J'ai fini ici. On va revenir sur de l'algèbre. Alors, question 8. Je veux une matrice symétrique. Donc, matrice symétrique nilpotente dans Mn de C. Est-ce que ça existe, une matrice nilpotente non nulle, dans Mn de C? Encore une fois, je vous invite à faire une pause pour essayer de répondre à cette question avant que je ne le fasse moi-même. La réponse est oui, ça existe. Alors attention, on n'est pas dans Mn de R. C'est ça le piège. On n'est pas dans Mn de R. Comme on n'est pas dans Mn de R, on ne peut pas utiliser le fait qu'on est symétrique réel, donc diagonalisable. Et normalement, les gens qui ont fait tilt là-dessus ont dû se dire c'est diagonalisable et nilpotent, donc c'est nul.
Bah ici ça marche pas, puisque malheureusement une matrice symétrique dans MN de C n'est pas nécessairement diagonalisable. Et donc il faut chercher parmi les matrices symétriques complexes qui ne sont pas diagonalisables, une matrice qui est nilpotente. Alors je vais vous donner donc un exemple. Si vous prenez la matrice donnée par la chose suivante, cette matrice-là, elle est bien symétrique complexe, et malheureusement elle est aussi nilpotente. Car si vous faites son carré, alors je ne vous fais pas l'outrage de faire le détail du calcul, si vous faites le carré, ça vous donne 0. Donc voilà, ça fait partie des exemples importants qui est bon de connaître sur les matrices symétriques. Attention à ne pas faire la facilité de dire matrice symétrique donc diagonalisable, ça ne marche que si on travaille avec les réels. Question suivante, on va rester encore un peu avec les matrices. Je veux, et là ça va être un peu fort, je vais demander, je veux deux matrices. Donc deux matrices qui ont le même rang, qui ont le même polynôme caractéristique, qui ont le même polynôme minimal. Est-ce que je demande encore autre chose? Tac, 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 qui ont la même trace, et pourtant qui ne sont pas semblables. Exemple hyper important, parce que y a beaucoup de choses où on a l'envie de simplifier en disant oui, les deux matrices ont la même chose, donc on pourrait dire qu'elles sont semblables. Pas si vite, c'est pas aussi facile que ça. Et donc cet exemple, c'est justement pour vous montrer que c'est pas si facile que ça. Donc n'hésitez pas à faire une pause à nouveau sur la vidéo pour essayer de trouver un exemple par vous-même avant que je vous en donne un. Ok, alors un exemple que je peux vous donner, c'est pour n égale 4, donc si vous travaillez avec des matrices 4 x 4, vous pouvez avoir la matrice suivante. Vous mettez que des zéros ailleurs. Tac, 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 tac. Et la matrice suivante. Tac, 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 tac. Ici, tac, 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 tac. Voilà, donc les deux matrices que je viens de vous donner ne sont pas semblables. Et pourtant, elles ont le même rang. Le rang, c'est 4. Elles ont le même polynôme caractéristique, x-1 puissance 4. Elles ont le même polynôme minimal, x-1 puissance 2. Et elles ont la même trace, qui est ici égale à 4. Mais malheureusement, ces deux polynômes ne sont pas semblables. Et pour vérifier qu'elles ne sont pas semblables, il suffit juste de noter ce qu'il en est des espaces propres, notamment. Donc si vous regardez l'espace propre pour la valeur propre 1, vous pourrez constater que ici, la dimension de l'espace propre, ça sera 2, tandis que ici, la dimension de l'espace propre pour la valeur propre 1, ça sera 3. Et ça, c'est suffisant pour dire que la matrice ne va pas être diagonalisable. Les deux matrices ne vont pas être semblables. C'est pas diagonalisable que je voulais dire, parce qu'elles ne sont pas diagonalisables, les deux matrices que j'ai données, mais c'est surtout qu'elles ne sont pas semblables. Bien. Alors maintenant, ceci étant dit, il nous reste un dernier exemple, dernière question que j'aimerais vous poser, pour être aussi intéressante à manipuler. On va revenir à nouveau, on continue sur de l'algèbre, mais plus de l'algèbre linéaire, on va revenir encore sur les anneaux. C'est une dernière question. Alors, je vais vérifier quand même l'énoncé que j'ai écrit. Donc, je veux un exemple, encore une fois, d'anneau, toujours commutatif intègre, toujours qui n'est pas un corps, sinon après ça devient facile, tel que les non inversibles, c'est-à-dire si je regarde A sauf A3, ça c'est un idéal. Donc encore une fois, vous pouvez très facilement me donner des exemples, puisque si j'avais enlevé le fait que ce soit un corps, les éléments qui sont donc non inversibles, c'est juste 0, et ça c'est clairement un idéal. Donc, voilà, c'est pour ça que je veux encore une fois enlever l'exemple trivial du corps. Mais par contre, là, un exemple très intéressant, c'est justement ça. Les inversibles, les non inversibles forment un idéal. Alors peut-être dans les premiers exemples que vous avez en tête, c'est prendre Z, mais malheureusement Z, ça ne marche pas,
Parce que si vous prenez les éléments qui ne sont pas inversibles, vous allez vous retrouver avec tous les éléments sauf -1 et 1. Sauf que tous ces éléments sauf -1 et 1, ce n'est pas un idéal, à cause de 3 - 2 par exemple. Ok. Donc pas si facile à trouver comme exemple, mais je vous demande d'y réfléchir un petit peu pour essayer de le trouver par vous-même avant que je ne vous en propose un. Ok, alors je vais même vous en donner deux. Je vais vous en donner un à peu près simple, qui peut vraiment se comprendre pour n'importe quel élève en classe prépa. Et puis je vais vous en donner un petit peu moins simple, qui peut être quand même intéressant à travailler si vous voulez aller plus loin. Donc un premier exemple, c'est si vous prenez P un nombre premier, pas un nombre premier, je veux juste... Oui, si P un nombre premier, pardon. P un nombre premier, et je prends N un entier naturel qui est plus grand que 2. Plus grand ou égal. Donc un entier naturel plus grand que 2. Et je vais considérer A comme étant Z sur P puissance N, Z. Alors je ne vais pas faire le détail, mais on peut vérifier que les éléments qui ne sont pas inversibles sont justement les éléments... Donc, bon, ça, normalement, c'est quand même quelque chose de connu. Donc les éléments qui sont inversibles dans Z sur NZ, ce sont tous les éléments qui sont premiers avec le nombre qui est ici. Mais ici, être premier avec P puissance N, ça veut dire être multiple de P. Et donc, c'est justement ce que je vais écrire. Les éléments qui ne sont pas inversibles, c'est être multiple de P. Donc ça va s'écrire comme ça. C'est un idéal principal, d'ailleurs. Donc c'est un idéal. Donc vérifier que c'est un idéal, vous devez vérifier les trucs classiques. Est-ce que c'est un sous-groupe additif? Puis ensuite, est-ce qu'il est absorbant? Et ça, c'est pas très difficile à cause du fait que quand vous multipliez par un élément qui est là-dedans, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est multiple de P. Voilà. Donc, le côté absorbant, c'est assez facile. Et le côté additif, c'est pas très difficile non plus. Je vais vous donner un autre exemple où là où ça demanderait un petit peu plus de boulot quand même. Un exemple polynomial. Parce que c'est quand même intéressant d'avoir des anneaux comme ça. Et je vais vous en parler un tout petit peu plus pour conclure. Donc si je prends maintenant l'anneau donné par les polynômes sur un corps K à deux variables, quotienté par cet idéal-là. Donc l'idéal engendré par tous les monômes que j'ai écrits. Donc x carré, x fois y et y carré. Donc si je prends ça, alors les éléments de l'anneau peuvent être représentés de la forme suivante. A plus bx plus cy. Avec A, B, C, des éléments du corps. Je vous laisse vous amuser à le vérifier, c'est pas si difficile. À partir du moment où vous allez multiplier par x ou par y ce genre de machin, vous allez avoir des termes qui vont s'en aller à cause de x carré qui vaut 0 ou des choses comme ça, à cause du quotient. D'accord. Ça permet aussi de rappeler 2-3 choses sur le quotient. Je pense que ça fait pas de mal aussi de se dire 2-3 trucs là-dedans. Bien, et donc après un peu de boulot, mais là je vais encore une fois skipper le boulot. Si je regarde les éléments qui ne sont pas inversibles, les éléments qui ne sont pas inversibles, ça va être exactement l'ensemble des éléments qui s'écrivent bx plus cy, avec b et c des éléments du corps. Et donc ça c'est bien un idéal. Parce que dès que vous allez faire fois x ou fois y à ce truc-là, vous vous retrouvez avec 0. Donc oui, tout va bien, c'est bien absorbant. Et puis ensuite, alors, oui, je vais peut-être un peu vite, excusez-moi. Donc, c'est pas ça qu'il faut vérifier, c'est si je prends un élément là et que vous multipliez par x, tous ceux là, x carré, donc c'est ça que je voulais dire. Là, vous avez x carré, là, vous avez x fois y, donc ça va valoir 0. Mais par contre, ici, vous allez avoir a fois x, et a fois x, c'est bien un coucou qui est là-dedans. Pareil, si vous faites fois y, vous avez la même chose. Et donc, automatiquement, si vous faites fois quelqu'un qui est là-dedans, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est là-dedans. Très bien. Voilà, et c'est terminé. Donc voilà, ça c'est un exemple d'idéal d'anneau qui vérifie la propriété qu'on veut. Et en fait, un anneau qui vérifie la propriété qu'on veut, donc c'est là où je fais un petit peu la parenthèse sur les choses qui peuvent être intéressantes à creuser, c'est que ça c'est un anneau qu'on appelle local. Et les anneaux locaux, ça a un certain intérêt à être manipulé, puisque souvent les anneaux locaux, c'est lié à des questions de variété algébrique, de fonctions polynomiales qui s'annulent en certains points, et généralement on veut étudier les endroits où ça s'annule jamais, enfin bref, il y a des trucs comme ça qui peuvent apparaître, très abstraites, et donc les anneaux locaux sont d'un intérêt dans ce coin-là. Et au passage, ce résultat-là, de voir que l'idéal qui est ici que ce truc-là est bien un idéal, en fait, on peut même dire plus, cet idéal-là, ça va être le seul idéal maximal. Et c'est l'objet d'un précédent exo de colle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'était l'exo de colle numéro 124. Nous avons vu des questions de radicaux de Jacobson, donc radical de Jacobson. Et donc si A est local, on peut vérifier que le radical de Jacobson,
C'est tout simplement les non inversibles. Parce que c'est le seul idéal maximal de notre anneau. Voilà, chose un peu rigolo en lien avec le dernier exercice qui est sorti en date par rapport à cette vidéo. Voilà, bah, c'était la dernière question que je voulais aborder avec vous pour ce pêle-mêle. J'espère que ce pêle-mêle vous aura plu. Comme d'habitude, il aura duré un petit peu plus d'1 heure, mais bon, bah, c'est comme ça que ça marche, hein. Il y a beaucoup de questions à aborder. Là, il y en a une dizaine. À chaque fois, 10 questions, donc évidemment, ça prend un peu de temps pour répondre. Il y en a certaines qui sont plus difficiles que d'autres d'ailleurs. Mais j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis aussi de travailler deux, trois trucs que vous pensiez maîtriser, mais peut-être que vous ne maîtrisiez pas suffisamment bien. Donc voilà, c'est tout l'objectif de ces pêle-mêle et bah, en espérant que ça vous aide aussi à vous préparer pour les concours. Donc voilà, bah, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!